Une bonne idée créative ne révèle son potentiel que si elle est bien réalisée. Alors on va voir aujourd'hui comment créer des campagnes percutantes, comment trouver une bonne relation entre agence, annonceurs et boîte de prod. Et pour ça, je suis aujourd'hui avec Aubin et Guillaume. Salut Aubin, salut Guillaume. Salut Thomas. Vous allez bien? Très bien et toi? Eh bah nickel. Aubin, bienvenue à UV. Bah merci. T'es responsable. Pas de souci, merci à toi. T'es responsable développement et création chez Main Avenue. Tout ça. Et on va en parler bien dans la taille. Et Guillaume, t'es directeur de la création à l'agence. C'est ça. Et c'est ce qu'on se disait en amont. T'es à peu près là sur un UV sur deux. Et bien, c'est avec plaisir. Voilà, de retour. Je vous propose qu'ensemble, donc, on s'attaque à cette problématique. Marque, agence, production, comment aligner les visions pour des campagnes percutantes. On va voir ensemble comment évolue justement la relation, cette tripartite. Quels sont aussi les enjeux, les tendances sur le marché de la production publicitaire. Bref, on a tout un petit programme ensemble. Pour commencer, Aubin, est-ce que tu veux commencer par justement comment évolue ce marché, celui de la production? Quelles sont un petit peu les grandes tendances? Carrément. Moi, j'ai l'impression de devoir donner les tendances du marché alors que finalement, j'ai que 28 ans et ça fait pas si longtemps que je bosse dans ce métier. Bon, 10 ans quand même. C'est les tendances Donc, récentes. je vais te donner 10 ans de marché. Non, mais puis après, j'ai été au contact de différentes personnes aussi qui m'ont donné un peu des rétrospectives. Donc, c'est intéressant de voir justement les avis des uns des autres, comment il évolue, et puis ça se ressent pas mal. C'est un marché qui est pas mal chahuté quand même dernièrement, à différents niveaux. Le premier point, c'est quand même la transformation par rapport au budget, où on sent que les annonceurs, c'est quelque chose que vous devez ressentir vous aussi, il y a des changements de budget, donc forcément ça donne un marché qui s'adapte aussi sur ce niveau-là. Il y a de plus en plus, bizarrement, d'agences quand même qui pop, de boîtes de production. Moi, quand j'étais sur Paris, on en voyait presque une tous les jours, quoi. J'abuse un peu, mais c'était un petit peu ça. C'est encore le cas, cette logique vraiment très éclatée comme ça du marché? On a une régulation là qui est en train de se passer justement parce qu'il y a une réduction des budgets, il y a de moins en moins de projets quand même, donc du coup on se retrouve, je donne un exemple, mais à l'époque où Nakache et Toledano, pour se les payer, il fallait un certain niveau de budget pour une campagne. Aujourd'hui, on les retrouve sur des budgets qui sont nettement inférieurs, et même certains réalisateurs me disaient putain, je me retrouve en face de Nakache et Toledano sur un budget comme celui-ci. Donc ça peut poser un petit peu question. Donc là, il y a une régulation quand même du marché qui se ressent où, en effet, les boîtes de prod qui étaient un peu plus éphémères, petite taille, malheureusement, certaines ont fermé. Et les boîtes plus installées sont en place, mais cherchent quand même à se restructurer. Parce que le gros mouvement qui s'est passé dernièrement, c'est les agences qui ont intégré la production. Pour, j'imagine aussi des logiques budgétaires, le fait d'être plus en maîtrise du budget au global. Et donc, du coup, en réponse à ça, certaines productions qui ont intégré aussi de la création pour aller voir des annonceurs en direct. Donc, tout ça, ça crée un petit peu de chamboulement déjà, quoi. Et qui, comme je disais, se répercute du coup sur les réalisateurs. Donc, des réalisateurs qui historiquement étaient représentés dans des maisons de production. Aujourd'hui, ces réalisateurs deviennent indépendants. On a aussi l'ubérisation du matériel. On peut filmer un podcast comme ce qu'on fait là avec des DSLR, chose où avant il fallait des caméras cinéma ou des caméras télé. Donc tout ça devient plus accessible. Donc les marques aussi s'équipent en interne. Enfin voilà, je pense que les trois grandes évolutions, c'est ça. C'est à la fois les budgets qui réduisent et du coup les annonceurs, les boîtes de prod qui trouvent d'autres solutions, soit qui se staffent en interne, soit qui essaient de trouver d'autres modèles pour essayer de parer tout ça, quoi. C'est vrai que cette évolution du modèle, c'est aussi ce qu'on voit. Je pense notamment aux annonceurs qui, on l'a vu, ont intégré une petite partie production, qui sont en réalité sur des productions quand même différentes. Mais côté réseaux sociaux, on le voit, nous, pas mal auprès de nos annonceurs. Et plus globalement, donc, côté agence, Guillaume, nous, comment justement aussi on évolue? Je pense à ça, ce parallèle, parce qu'en effet, je pense qu'on hérite sans doute des mêmes contraintes du marché. En tout cas, je voyais pas mal de similitudes, nous, sur le marché des agences de communication, notamment la concentration. En fait, nous, l'évolution, elle n'est pas tant sur la manière de réaliser les choses, en fait, mais tant que plutôt les concevoir. Parce qu'il y a une espèce de dissonance entre des annonceurs qui ont moins de budget, mais qui ont des exigences qui n'ont pas beaucoup évolué, donc ils veulent toujours des trucs bien, forcément. Et ça nécessite d'être beaucoup plus malin dans la façon de penser les films. Notamment, il y a quelque chose que je trouve qui est une vraie tendance, c'est une sorte de retour sur investissement de la production, à savoir qu'en faisant un film, on aimerait avoir différents types d'assets qu'on puisse réutiliser dans les campagnes. Donc avant, là, on pouvait écrire un film. Maintenant, il nous est souvent demandé ce serait bien si le film, on pouvait le couper en 3 petits films qu'on pourrait diffuser à différents moments de l'année en fonction du plan média. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait récemment d'ailleurs pour la MAE. On a fait un film qui parlait vraiment de tout l'accompagnement de la MAE, son évolution vers les familles, etc. Mais qu'on pouvait recouper sur le film assurance, assurance habitation, le film assurance scolaire, et puis un film prévention. Donc là où avant on écrivait un film, finalement maintenant on se retrouve à en écrire 4.
mais 4 qui tiennent en un. Donc c'est assez, ça c'est une petite gymnastique qui est assez nouvelle et qui demande de se rapprocher des prods justement pour savoir si ce qu'on commence à raconter, ça marche bien. Ouais. Et puis, toutes ces demandes d'assets, des formats qui changent. Par exemple, maintenant on fait un tournage avec une image diffusée en télé, mais il faut aussi penser que quand ce sera sur les réseaux sociaux, ce serait bien que l'action soit quand même plutôt au centre, parce qu'après on va avoir des formats carrés. Voilà, il y a toute cette gymnastique en fait qu'on faisait pas avant, qui commence à arriver. Mais en même temps, c'est là là un où peu c'est plus complexe. Ouais, c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que justement, à un moment donné, je parlais des réalisateurs, je suis allé assez vite sur le sujet, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, certaines boîtes de prod, principalement à Paris, vont se retrouver un peu comme des agents de réalisateurs. C'est-à-dire qu'ils vont sélectionner des talents qu'ils vont identifier en festival et ils vont les identifier et les proposer aux agences de production, aux agences de communication. Et donc on pourrait presque en perdre un petit peu la fonction initiale d'une boîte de prod qui est en fait un artisan, quoi. C'est de fabriquer des films, de savoir maîtriser coût, délai, qualité pour faire en sorte de bien fabriquer. Et justement avec ce nombre d'assets qui évolue, on va retendre vers ça aussi. Ça replace le rôle d'une boîte de prod de savoir maîtriser ça. Comme disait Guillaume, aujourd'hui un tournage, on va l'anticiper au moment du tournage en termes de spécificité de la caméra ou même du retour image. On va prévoir déjà les bandes pour la version verticale, la version 16/9, la version carrée, et faire en sorte qu'on va tourner une fois le plan et qui va nous servir pour tous ces différents assets pour le digital. Et ça, c'est de l'ingénierie de production qui remet un petit peu au centre le savoir-faire d'une prod, quoi. Donc, il y a d'un côté une augmentation des assets, de l'autre des budgets qui sont ISO, ou en tout cas d'autant plus aux tensions. Ce que tu commençais à raconter, Guillaume, c'est en effet, ça crée d'autant plus d'importance d'échange de ces relations. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu que chacun puisse faire un pas vers l'autre, au risque sinon de ce que tu disais, Guillaume, Aubin, de finalement qu'il y ait aussi une destruction de valeur qui se fasse et une intégration un petit peu des deux modèles. Comment se passe cette relation finalement, ce qu'on voit pas tellement l'amont dès la conception? Quels sont un petit peu les échanges entre boîtes de prod et agences? Eh bien, c'est bien quand elles sont très, on va dire, régulières, parce que on s'en rend assez peu compte quand on n'est pas confronté à la prod en fait. Mais dès qu'on a une idée, en fait, dès qu'on rajoute un élément dans le scénario, c'est une implication directe en coût. Si on veut une scène avec de la vie derrière, la figuration qu'on rajoute derrière, c'est un coût. Donc plus il y a de figuration, plus c'est cher. Plus il y a de décor, plus c'est cher. Et donc tous ces trucs-là, quand on est créatif et qu'on n'est pas forcément au fait de tous ces éléments de production, on peut partir dans des films qu'on n'arrivera pas à réaliser derrière parce qu'il n'y a pas les moyens tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un échange avec une boîte de prod, notamment là Aubin, avec qui on va justement trouver un juste équilibre entre nous, notre intention c'est ça, on veut le raconter comme ça dans tel type de décor, tel type de comédie, tel type de narration, et Aubin va nous expliquer comment on peut justement orienter notre écriture pour que ça corresponde au budget. En même temps, dans un moment, comme tu le disais, hyper tendu, on a tout intérêt à remettre de la communication et des échanges, parce que d'un côté, les commerciaux sont quand même aussi pressurisés, parce qu'il y a des budgets qui sont soit ISO ou qui réduisent, et voilà, il y a une notion de garder quand même quelque chose d'assez confort pour tout le monde. De l'autre côté, la création a forcément envie de servir une problématique de com, donc a aussi des ambitions de création. La production doit aussi se protéger pour que rien n'explose, donc remettre du dialogue, en effet, c'est hyper important pour pas partir dans des décisions qui pourraient baisser la qualité. Comme disait Guillaume, c'est très malin de réfléchir en se disant comment on peut optimiser par la comédie, par exemple si je prends un film de comédie, comment on peut optimiser la bonne punchline, la bonne manière de faire en mettant plutôt justement le cœur narratif et l'essence de la comédie dans une situation qui est pas trop coûteuse mais qui nous permet justement de garder quand même l'essence de la créa. Et ça, c'est des discussions qu'on peut avoir en amont et qui sont même en amont de compète. Des fois, ça nous arrive avec Guillaume avant une compète de discuter ensemble et de se dire tiens, comment je peux optimiser ci, comment je peux optimiser ça. Donc ouais, c'est de la régularité, d'apprendre à se connaître aussi et trouver des solutions ensemble en amont. Ouais. C'est vrai que j'imagine que les annonceurs qui nous écoutent ont quand même ces discussions-là après coup pour finaliser un spot, mais il y a souvent, et même majoritairement, des échanges qui se font avant même que les pistes leur soient présentées pour justement évaluer la faisabilité. C'est forcément cette partie-là qui est quand même un peu moins présente, qui se fait avant nous les appels d'offres. Il y a aussi des appels d'offres pour la partie production. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait? Quelle place ça a aussi, vous, dans votre modèle chez Main Avenue? Chez Main Avenue et ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir les similitudes qu'on a entre nos marchés, quoi, le marché agence et le marché production, où en fait, je comprends, je veux dire, quand on prend un peu de recul, qu'on sort justement de nos métiers, je comprends qu'un annonceur ait envie quand il sent que son budget est un peu plus en tension,
il a envie d'être sûr d'avoir la bonne proposition et la bonne réponse à son problème, quoi. Donc forcément, il va interroger un peu plus de monde. Enfin, je pourrais le comprendre. Moi, je retape un appart en ce moment, je vais interroger plusieurs personnes pour être sûr d'avoir le bon prix pour mes artisans. Et idem, du coup, pour une agence qui a un budget un peu plus restreint, elle a envie d'interroger les bonnes personnes. Donc, et on se retrouve comme ça, de manière... alors que là où on demande un peu plus de discussions plus précises, on se retrouve à ouvrir encore un peu plus les vannes et à être dans des compétitions... quand je bossais à Paris en boîte de prod et qu'on captait je sais pas, peut-être 90% des briefs agence, on savait qu'au départ, on a peut-être 14-15 boîtes de prod qui étaient en face de nous, au tout départ, avant de rentrer après en phase de pitch, où là, généralement, on est 3. Mais ouais, c'est quelque chose qui est coûteux parce qu'on nous demande presque d'avoir fait le film avant d'avoir produit le film, mais ce qui est normal aussi parce qu'il faut réussir à projeter des gens et les embarquer, etc. Mais encore une fois, je vais un peu le rabâcher, mais encore une fois, là, du coup, le dialogue est super intéressant. C'est-à-dire qu'on pourrait presque se retrouver à pitcher ensemble, boîte de prod et agence, avec une réponse commune et rassurer un annonceur tant sur la partie créa que sur la partie maîtrise de la production. Et voilà, je pense que c'est des pistes qui permettent justement de répondre aux questionnements de tout le monde, quoi. Et c'est ça qui est intéressant dans la relation entre les agences de prod, entre l'agence et la prod, c'est quand il y a déjà une certaine relation de confiance pour les appels d'offres, ça lisse beaucoup de choses. Parce qu'organiser un appel d'offres, pendant déjà une phase d'appel d'offres, questionner plusieurs prods, ça prend aussi énormément de temps, parce que les devis sont compliqués à faire. Oui, nous, souvent, on appelle une prod, on a un storyboard, on a à peine le décor, et tout de suite, on a des questions très précises sur le casting, sur quelle typologie de personnage on veut, les éléments du décor, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça, etc. Et donc, si on pose la question à 3 prods, on a 3 fois ces discussions, donc c'est effectivement très, très chronophage. Et donc, on voit 2 typologies de réponses. Il y a les partenaires avec qui on a l'habitude de travailler, qui jouent le jeu, qui nous aident, qui vont chercher des solutions, qui font en sorte que ça rentre. Et puis, ceux qu'on appelle, avec qui on n'a pas trop l'habitude de travailler, qui répondent pour répondre parce que c'est un appel d'offres, mais il n'y a pas du tout la même implication, il n'y a pas nécessairement de remise en cause de nos idées, ou d'optimisation en tout cas de nos idées. Et on voit déjà aussi dans la relation qu'il n'y a pas cette même fluidité qui garantit derrière un bon projet. Parce que c'est un point hyper important dans la réalisation d'un film aussi, c'est quand l'agence et la prod sont en totale confiance. Okay. Que tout le monde a vraiment envie de faire un bon projet et puis pas uniquement de prendre l'argent qui est disponible. Mais sachant que avec justement ces nouveaux modèles de boîtes de prod, le nombre de boîtes de prod qui évoluent et tout, il faut savoir que très souvent une boîte de prod, c'est un producteur ou une productrice avec une personne qui va être à la direction de production, coordination de production. C'est des staffs très réduits, quoi. Et donc en fait, quand tu reçois, 10 ou 12 compètes, forcément du coup tu y passes un petit peu moins de temps. Et puis c'est des métiers où on joue de l'accordéon, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné il y a beaucoup de projets, puis après il n'y a plus grand chose, donc il faut maîtriser quand même ses charges fixes et tout. Donc c'est des modèles, encore une fois, voilà, vu que ça donne envie de créer sa boîte de prod et de se lancer sur le marché, il y a beaucoup de monde qui crée des micro-structures. Et donc je pense que ça peut aussi amener en tout cas à des réponses qui peuvent être un peu partielles versus des boîtes de prod un peu plus installées qui ont du monde pour répondre et conseiller, quoi. Et alors justement, la réponse de Main Avenue sur ces nouveaux modèles un petit peu qui cherchent, vous allez vers quoi ? Alors Main Avenue, en plus, c'est un petit peu particulier parce que je dirais, il y a deux facteurs. Le premier, c'est une boîte qui a plus de 20 ans aujourd'hui, qui a été cofondée par Jérôme Poulain et avec Yvonique Bouillet et Stéphane Durandier à l'époque. Et Stéphane qui est toujours là, Yvonique qui a arrêté. Et donc il y a 20 ans, une boîte de prod en région, dans un moment où on se parle, vous êtes aussi touché par ça, la décentralisation, quoi. Dans un moment où faire des films à Nantes, c'est pas pareil que faire des films à Paris, quoi. Donc forcément, ça demande de pas forcément avoir une construction, je dirais, verticale, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir un domaine d'activité stratégique très précis, de se dire, moi je fais que de la production de pub pour la télé, donc ce qu'on appelle les TVC, je fais que ça, et le digital, et je prends pas, et je monte vraiment en gamme que là-dessus. Ça c'est possible quand le marché, justement, nous permet d'avoir suffisamment de briefs là-dessus. Quand on est en province, en tout cas il y a 20 ans, puis encore aujourd'hui, il y a 20 ans, comme si j'étais là il y a 20 ans, mais en tout cas, encore aujourd'hui, c'est un petit peu le cas, on a besoin de s'appuyer sur d'autres piliers. Et donc, Main Avenue, c'est un peu plus construit comme ça, en toile d'araignée, on va dire. Enfin, c'est peut-être un peu péjoratif, donc du coup, on va dire en horizontal, quoi. Horizontal. Voilà. Avec du coup différents piliers et donc différents labels, on va dire, de production qui sont adaptés à différents types de réponses, quoi. C'est-à-dire qu'on a une boîte de prod qui fait plutôt du corporate pour du contenu pour les institutions. Donc là, il y a l'appel d'offres avec des clients en direct, mais parce qu'ils ont des appels d'offres
pour de la production de contenu vidéo pour leur chaîne YouTube ou quoi que ce soit. Il y a de la production publicitaire comme on fait avec La Main. Voilà, différents labels comme ça qui sont spécialisés sur différents types de contenus. Ça permet d'apporter une réponse qui est plus spécialisée sur un domaine, qui connaît ses problématiques et surtout d'être implanté en local. On ne va pas aller chercher des annonceurs pour les emmener tourner, enfin en tout cas on limite, pour les emmener tourner à Lille, à Lyon ou à Paris. On va les emmener plutôt tourner chez nous, à Nantes, parce qu'on est en maîtrise, enfin à Nantes et ailleurs, parce qu'on a différentes implantations locales. C'est vraiment ça le deuxième volet, c'est la localité. On a un bureau à Rennes, on a un bureau à Orléans, on a un bureau à Lorient, on a un bureau à Nantes. Et l'idée, c'est d'être en maîtrise de notre territoire et de connaître justement les acteurs, connaître nos partenaires aussi, les techniciens, les fournisseurs. Et comme ça, de pouvoir être en maîtrise de nos coûts, de faire bosser des gens de manière assez récurrente et du coup de pouvoir optimiser quand il y a besoin d'optimiser. Et d'avoir ces relations un petit peu en proximité, quoi. Le local, je pense que c'est un peu un thème, enfin tu pourrais nous le dire un peu plus que moi peut-être au niveau des stats, mais l'envie de consommer local, de se sentir en confiance avec les gens avec qui je travaille, de faire travailler localement des gens, tout ça, ça a du sens. Et du coup, dans cette quête de sens, on essaie de se positionner à cet endroit-là, de dire, bah oui, c'est possible pour un annonceur qui est en région, de trouver une agence en région, de trouver une boîte de prod en région, comme c'est possible pour une boîte de prod à Paris, qui veut tourner dans la région Pays de la Loire ou en Bretagne parce qu'elle a identifié des décors cohérents pour sa créa, bah, c'est possible de trouver des partenaires solides localement, quoi. Donc, mais une avenue, la réponse est celle-ci, quoi. C'est de se positionner localement pour justement apporter cette dimension de proximité et de relation, quoi. Cet argument du local, vous avez le sentiment qui prend de plus en plus d'importance, qu'il arrive à convaincre aujourd'hui et des annonceurs et des agences d'ailleurs. Ouais, je pense. On a eu le cas avec le film pour la MNT, typiquement, où l'empreinte carbone du film était un sujet et bien heureusement, où on faisait vraiment attention à tout ça, à ce que les équipes puissent voyager en train, à avoir des ressources locales aussi, parce qu'on a, pour le coup, là, on a tourné à Biarritz, mais pour des besoins justement liés au film, parce qu'on avait besoin d'être dans la commune de Biarritz pour montrer des agents de Biarritz. Et on a trouvé des ressources locales là-bas pour nous aider. Donc forcément, il y a toujours aussi, parce qu'on doit être en maîtrise de notre craft, c'est-à-dire la signature visuelle du film et l'exigence qu'on met derrière, c'est ce que disait Guillaume. Donc forcément, on va avoir quand même des chefs de poste, que ce soit réalisateurs, réalisatrices, chefs opérateurs, chefs opératrices, des gens qui sont en maîtrise soit de la narration, soit de l'image. Il faut avoir des profils qui ont été sélectionnés, identifiés, mais après, pour des profils de techniciens, avoir un maquilleur ou une maquilleuse qui vient de Nantes ou qui vient de Biarritz, c'est des personnes qui savent travailler de la même manière, donc pourquoi ne pas passer par des gens en local, quoi. Ouais. Donc oui, je pense que ça fait son bout de chemin chez les annonceurs aussi. Oui, chez une partie des annonceurs, en tout cas, ça fait vraiment son bout de chemin, et chez les autres, ce qu'ils peuvent entendre, c'est que maintenant, en fait, il n'y a plus du tout de différence entre la qualité des films qu'on pouvait produire avant à Paris et ce qu'on peut produire ici aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment largement équivalent. Et ça, c'est hyper intéressant d'avoir ce genre d'offres qui se déploient juste à côté de chez nous. Ouais. C'est d'autant plus pratique. Puis on le voit aussi chez les partenaires. Là, on a inauguré au mois d'octobre nos studios de tournage. Donc c'est 500 mètres carrés dans un ensemble de 2500 mètres carrés. Et c'est des studios qu'on pourrait retrouver à Paris, que ce soit à la Vache Noire, à la Montjoie, des grands studios dans lesquels il y a des tournages de pub quasiment tous les jours. Et donc avec cette surface de 500 mètres carrés qui est une bonne surface assez hybride pour pouvoir construire des décors ou avoir des scènes un peu particulières, on peut faire rentrer un bus dans ce studio, donc c'est qu'on a un petit peu de place quand même, et ça n'existait pas dans l'Ouest. Et donc d'avoir créé ces studios-là, ça nous a permis d'attirer aussi des partenaires comme Spline, qui est un leader du motion control en France. C'est des bras robotiques qui permettent de faire des petites scènes un peu marrantes en packaging ou des choses comme ça. Et ça faut qu'on le fasse. On l'a pas encore fait. Ouais. J'ai vu la démo, c'est très bien. Et voilà, et donc Spline qui se dit bah oui, un studio à Nantes, ça fait du sens. Je viens m'installer comme ils l'ont fait à Marseille, comme ils l'ont fait à Lyon. Donc c'est bien aussi de voir qu'il y a cette crédibilité. Et je pense qu'il y a un lien, on va pas en parler trop là parce que c'est pas forcément le sujet, mais il y a un lien entre la production cinéma et les engagements qui sont pris au niveau du cinéma et la manière dont ça se répercute sur le marché, parce qu'en fait, c'est les mêmes techniciens qui travaillent sur le cinéma que sur la publicité. Et dans le cinéma, on a l'encouragement de travailler en région avec du crédit d'impôt. On a le carbon clap avec le fait d'estimer l'empreinte carbone de son tournage et de devoir rendre des comptes auprès du CNC quand on a eu des subventions et de savoir combien m'a coûté en termes d'empreinte carbone mon tournage. Donc quand on voit ce genre de pratiques qui se mettent en place dans le cinéma, je suis à peu près sûr qu'avec un petit effet de retard peut-être, mais elles vont se répercuter sur le marché de la pub. Okay. Ouais. Le cinéma montre qu'il n'y a pas de contraintes, ou en tout cas le cinéma a dû trouver des réponses finalement à ces contraintes-là. Oui, clairement. Ouais.
Il nous prouve qu'il y a toutes les solutions donc en région, aussi bien en termes de talent que de ressources plus techniques. Complètement. Bon, il y a un autre sujet forcément en parallèle justement de cette relocalisation, et c'est ce qui fait que cette époque est quand même est passionnante et pleine de tensions, c'est qu'il y a une production aujourd'hui qui se fait immatériellement avec l'IA. En quelle mesure ça a un impact? Parce qu'on a aussi entendu justement, ça y est, une partie des gens dire que ça peut tuer tous les métiers de production, ou en tout cas une bonne partie. Quel impact aujourd'hui ça a côté Main Avenue? Nous, alors l'IA, on la regarde forcément avec grand intérêt sur différents volets. Il y a vraiment le volet de l'IA, mais comme partout, hein, dans le sens de la création. Donc là, on pourra en parler aussi, mais peut-être, je suis curieux d'avoir aussi le retour de Guillaume là-dessus. Mais il y a l'IA de création, le fait de générer des images avec Sora, enfin voilà, des choses qu'on peut voir, des images qui sont assez bluffantes. Pour moi, il y aura quand même toujours un enjeu d'idées à la base et de maîtrise, c'est-à-dire que un réalisateur ou une réalisatrice qui va avoir une vision sur une direction de photographie, sur un look, sur un style, sur un choix de caméra, de mouvement de caméra, ça pourra jamais remplacer pour le coup. Enfin voilà, il faut bien une idée à la base pour pouvoir la prompter et en générer une image. Et après, nous, sur l'aspect plutôt technique, c'est hyper intéressant l'IA. C'est-à-dire que pour de la post-production, typiquement, le fait de multiplier justement les assets, l'IA nous permet de prendre un fichier et de nous proposer des versions plus courtes, plus rapidement. Typiquement, voilà, j'ai un film d'une minute 30, l'IA va me suggérer comment je veux faire mon cut down en 30 secondes, en 15 secondes, en 20 secondes, mon versionning en version verticale, recréer de la matière au-dessus, en dessous si jamais il m'en manque. Enfin voilà, il y a des choses super intéressantes. J'entendais encore une interview il n'y a pas longtemps de Alexa Laroche-Joubert, donc plus sur de la production télé, où ils ont déjà signé des partenariats tant sur la partie scénaristique, donc une IA qui va proposer de réinventer un petit peu des scénarios. J'ai un scénar qui fait 1h30 et je dois le raccourcir en 1 heure ou le mettre de manière sérielle en 4 fois, je sais pas combien. Du coup, l'IA va proposer un scénario revu par rapport à ça. Et pour la post-prod, idem, le fait de pouvoir monter de manière un petit peu plus rapide. Donc, pour l'instant, l'IA est vraiment vue comme un partenaire plus qu'un ennemi. Enfin, en tout cas, pour moi et pour nous chez Main Avenue. Ouais. Après, je peux comprendre les freins, les stress, mais je pense que la meilleure manière d'appréhender l'IA, c'est de l'avoir à ses côtés, quoi, plutôt que d'essayer de se mettre en frontal. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, non, déjà pas sûr qu'on gagne. Et puis en fait, en vrai, je pense pas que ça puisse être un ennemi parce que, comme tu l'as dit, à la base, il faut une idée. Il faut aussi tout le talent qu'on acquiert en pratiquant un métier pour pouvoir valider telle ou telle proposition d'une IA, pour savoir si c'est une bonne orientation, un bon style. Donc non, ça peut pas être un ennemi, je pense pas. Plutôt quelque chose qui va optimiser le talent déjà présent. Nous, on l'a déjà intégré, tu sais Thomas, depuis un certain temps en phase d'avant-vente. Les créatifs maintenant l'utilisent systématiquement pour faire des kiwis avant d'aller shooter le visuel, par exemple, ou ça nous sert aussi pour faire des storyboards. On l'utilise aussi, nous, en notes. Tu vois, les notes qu'on envoie, les notes de réalisation qu'on envoie aux agences, qui du coup après sont présentées aux annonceurs, quand on a besoin de se figurer mentalement une image ou de le voir visuellement et tout, on passe par aussi de l'IA et de la génération d'images, si on n'arrive pas à trouver vraiment le visuel qu'on recherche, quoi. Ouais, voilà. Donc, et après, est-ce que ça changerait nous en termes de production? Je suis pas sûr que ça nous amène à monter nous plus de films en se passant des boîtes de prod, parce que ça restera un boulot en tant que tel qui demandera toujours du temps. Même si ça va plus vite sur certains points. En revanche, il y a peut-être des films que ça peut changer radicalement. Je pense notamment à tous les films corpos, enfin tous les films vignettes, tu sais, où souvent c'était monté avec du stock, et puis chaque image vient illustrer une idée de la phrase. Là, je me dis, quand je vois ce qu'on peut faire maintenant avec les IA vidéo, je me dis que ce genre de film, plus tard, on les fera quasiment sans sortir une caméra ou quoi. C'est, même en se passant du stock, parce que ça devient vraiment bluffant. Mais après, je trouve qu'il y a on en a parlé aussi très rapidement au tout début de notre discussion, c'est sur cette ubérisation un peu qu'on peut trouver de la production vidéo. Et je sais pas, vous avez peut-être déjà vu passer sur YouTube, très facilement, tu peux trouver un jeune gars qui, avec 3 potes, ont fait un film, on repris une pub Nike, et tu regardes la pub Nike qui a coûté plusieurs centaines de milliers de dollars et qui était fait avec une équipe de 40 personnes, et tu as 3 personnes qui ont réussi à la faire. En fait, ils n'ont pas forcément réussi à la faire, ils ont réussi à la refaire. Et du coup, je pense que c'est un peu la même problématique avec l'IA, c'est-à-dire qu'on va facilement pouvoir refaire, copier, en tout cas avoir quelque chose qui est très inspiré. Après, maintenant, c'est comment on va créer et avoir justement une signature qui est... moi j'aimerais bien justement voir ces talents qui sont capables de refaire des pubs avec des équipes beaucoup plus réduites, en ayant déjà du coup des plans de référence et les éclairer de cette manière-là. Qu'est-ce qu'ils ont à proposer si on leur dit, vas-y, crée-moi ça from scratch, quoi.
Et ça se trouve, ils vont carrément réussir et trop bien. C'est ce qu'on souhaite. Mais c'est clair. Mais voilà, je pense qu'il y a... c'est pareil avec l'IA, il y a une forme d'ubérisation aussi. On a accès à tout ça et facilement, on va avoir tendance à vouloir reproduire quelque chose. Et d'ailleurs, on voit dans le prompt, souvent, on s'inspire on demande un look à la manière d'eux, etc. Quelque chose qui va être contrôlé, je pense d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, de dire à la manière d'eux, ça pose question sur la propriété. Sur Suno, par exemple, tu peux faire ça. Ok. Bon, j'ai un petit doute. Mais que sur Suno. Les autres, je pense que pour l'instant, on peut le faire encore. Mais Suno, quand tu donnes un musicien en référence, il te génère pas ton son. Ouais. Donc voilà, je pense que ça pose aussi la question de la création intrinsèque, quoi. Qu'est-ce qu'on a à proposer. C'est ça. C'est ça l'idée, l'histoire. Faudra aller chercher des personnes qui ont quand même une sensibilité et des envies d'amener des choses nouvelles. Oui, absolument. Ça changera. Et puis qui maîtrisent tout l'ensemble aussi, parce qu'avoir une idée, je repensais à ça, c'est écrire un film qui passe en télé, c'est pas comme écrire un film qui va être diffusé en pré-roll et sur lesquels il faut être efficace dès les 5 premières secondes, ou même un film qui va être diffusé en replay. Donc tout ça, c'est des choses que l'IA pourra pas faire à notre place. Et ça reste dans le talent, dans l'écriture, dans la façon d'aborder le contexte aussi du film, qui fait qu'on aura toujours une valeur ajoutée très très claire. Ouais, et tu vois, quelque chose qui permettrait de raccrocher un peu les wagons par rapport à ce qu'on se disait. On a l'impression que le marché est de plus en plus tendu, il y a de plus en plus d'acteurs, les budgets s'amenuisent un petit peu, pour tout le monde, on a besoin d'être en maîtrise de ses coûts, et ce qui est complètement normal. Du coup, la réponse à ça, c'est d'essayer de réfléchir en globalité et de se dire, quand je fais un tournage, j'en profite pour faire un shooting photo, j'en profite pour faire un petit after movie, j'en profite pour faire un petit making-of pour les réseaux sociaux, une version digitale, etc. Donc, de faire ce qu'on appelle des content factory. Et là-dedans, l'IA peut venir se greffer aussi dans cette content factory. Et du coup, de se dire, je mobilise toute une équipe avec des personnes créatives pour justement produire du contenu. Et c'est eux qui vont donner cette cohérence globale à cette content factory. Donc en fait, je veux dire par là que réfléchir en silo et de se dire je fais mon TVC, je fais mon shoot photo, je fais mon digital, et puis après en interne on fera nos productions en IA, c'est le meilleur moyen, je pense, de trouver de l'incohérence parmi tout ce qu'on a produit. Alors que de réfléchir ça en bloc et de se dire ok, on sait où on va, on sait ce qu'on doit produire en termes d'assets, et du coup on le confie à une team dans laquelle on peut mélanger, en plus, ça qui est hyper intéressant. On peut mettre de la team interne, on peut mettre de la team agence, de la team prod, et essayer de réfléchir quelque chose, je suis peut-être un peu bisounours, mais je me dis, on peut réfléchir comme ça à produire justement ces content factory ensemble et garantir une cohérence pour l'annonceur, parce que on bosse tous pour le même objectif final, quoi. Ça a d'autant plus de sens quand on évolue dans des budgets qui sont justement de plus en plus contraints. Ouais. Ça permet vraiment d'optimiser la prod et faire en sorte qu'à la fin, tout le monde est content du résultat. Ouais. Complètement. C'est une excellente réponse à la problématique d'alignement des visions. Tu le disais, en effet, on a pas mal parlé de contraintes, finalement, et économiques, et de modèles, et d'échanges, et à la fin technologiques. Je vous propose une dernière question qui, justement, fait fi de tout ça. De quel sera un petit peu votre vœu, votre message, justement, à faire passer en dehors de toutes ces contraintes-là, donc justement, pour produire de beaux films efficaces, impactants, mémorables. Wow, c'est hyper large comme question. Voilà, celle-ci, elle est loin de toute contrainte, mais voilà, qu'est-ce qui pourrait faire sens, qu'est-ce qui pourrait être fait à notre niveau, notamment justement sur les échanges entre annonceurs, agences et productions. Là encore, ça dépend des annonceurs avec lesquels on va produire des films, entre ceux qui ont l'habitude d'en faire, qui en font beaucoup tous les ans et qui voient ça avec un peu plus de recul que ceux qui peuvent en faire un, qui vont être obligés de garder 3 ans parce que leur budget leur permet pas de le faire. C'est surtout à ceux-là, moi, que j'ai envie de parler, en fait, parce que je pense qu'on pourrait aborder ce sujet du film de façon peut-être avec un peu plus de détente sur les attendus du film. Souvent, nos scénarios sont validés avec une sorte de checklist, limite juridique de tout ce qu'on doit y retrouver. Ouais. Et ça peut avoir tendance à nous éloigner de l'effet publicitaire, de l'effet qui fait que le film, on va le regarder, on va s'y attacher. Et voilà, et ça peut quelquefois le transformer en plaquette. Donc peut-être un peu plus de liberté de penser en fait lorsqu'on est en train de concevoir ces films, parce que justement on n'a pas l'occasion d'en faire tous les jours. C'est un très beau vœu, ça. Je nous le souhaite. Mais du coup, j'étais en écoute active, mais tu m'as permis de réfléchir un peu à mes vœux, donc ça va, j'ai une réponse à peu près structurée. Non, mais déjà, je pense que c'est le thème de ce dont on s'est parlé. Il y a 2 grandes choses. C'est pour moi la discussion, déjà, juste parce que ça fait du bien de parler, quoi. C'est cool de se parler. C'est pour ça qu'on a fait un podcast. Voilà, c'est très agréable. C'est bien. Merci encore pour cette invitation. Mais non, voilà, donc de se parler.
et se parler, pas pour ne rien dire, mais juste parler pour réfléchir ensemble, anticiper. Je pense que l'anticipation, dans un moment où justement il y a des tensions et où il faut faire attention, d'anticiper, je pense que c'est la meilleure réponse. Et du coup, cette anticipation, de pouvoir avoir une vue globale, une roadmap, de se dire, ok, ça c'est, même si j'entends qu'il y a des priorités marché des fois qui peuvent pas être prévues, mais de réfléchir à du temps chaud, du temps froid, et de se dire qu'on va produire ça dans une certaine saisonnalité, qu'on va l'anticiper, qu'on se retrouve pas à faire des pubs de glace en été, en hiver si c'est pour en été. Enfin bref, en tout cas d'avoir une cohérence marché par rapport à la saisonnalité aussi. Ça sent le vécu, ça. Et du coup de partir je sais pas où à l'autre bout du monde pour aller trouver du chaud alors qu'il fait très froid, mais voilà, enfin de réussir autant que faire se peut et dans la limite du possible, d'avoir cette cohérence et cette vue d'ensemble, et donc du coup pour cette vue d'ensemble de pouvoir communiquer et d'être en proximité. Je pense que voilà, de réfléchir à trouver des acteurs proches de chez soi avec qui je vais pouvoir instaurer du dialogue, de la discussion facilement, une bonne relation. Ça a quand même vachement plus de sens, surtout dans un monde aujourd'hui où justement les intermédiaires, on voit que ça peut, avec les actualités du moment sur les réseaux sociaux et autres, on voit que plus il y a d'intermédiaires, plus les vérités parfois peuvent être un peu biaisées, tout ça. Et je trouve que aussi quelque chose qui ferait du bien, et je trouve que ça se ressent dans les tendances, je sais pas si vous le voyez vous aussi, mais dans les tendances de communication audiovisuelle, de pas chercher à singer et les réseaux sociaux et l'IA en fait finalement, parce que globalement au moment où on essaie de se coller à une trend qu'on a trouvée sur TikTok, en fait on est déjà en retard et on est déjà has-been quoi. Et du coup d'essayer de singer ce rythme, ça a jamais servi quoi. Je trouve que le pire exemple c'est en télé, où en télé ils ont quelques années de retard parfois sur des idées qui peuvent venir du web, parce que justement il y a ce temps de processer, de convaincre des personnes qui ont des décisions en chaîne, etc. Et donc je trouve que voilà, d'essayer de singer les réseaux sociaux et l'IA dans un rythme effréné de contenus qui partent dans tous les sens, je trouve qu'il y a moins ce genre d'images, pareil avec des rythmes épileptiques qui partent vraiment vite, tout ça. Donc je trouve que voilà, dans ce retour à la proximité, au local et tout, il y a aussi l'envie d'avoir des choses un peu plus zen, quoi, des productions qui prennent un peu plus le temps, qui tirent sur le frein à main et qui sont plus sur les rapports humains, voilà, installer un peu plus des histoires narratives. Prendre le temps de se concentrer sur le propos, sur ce qu'on dit, et que ça se ressente visuellement, quoi. Et ouais, je pense que c'est un peu le moment de l'authenticité, on va dire. Ouais. Trop bien. En effet, ce paradoxe du rapport au temps, c'est vraiment quelque chose, moi aussi, qui me fascine, y compris dans ma propre consommation, hein. Le bon exemple étant un podcast comme celui-ci, qui est donc un format relativement long, voire une éternité à l'échelle du web, et en même temps la possibilité de pouvoir les lire en accéléré. Ouais, qui montre bien une espèce de tension qu'on a tous entre des contenus très très courts d'un côté et notre volonté en x2 et en même temps voilà, c'est ça, et en même temps la volonté qu'on a aussi de mettre des séries qui sont éternelles d'un côté et de pas pouvoir rester 3 secondes de l'autre côté sur un reels de l'autre. Bon, il y a quelque chose en effet là-dessus qui est forcément sur une tension de notre époque et sur lequel on voit bien qu'on va partir dans les deux extrêmes. Et sans doute qu'on aura tout intérêt quand même à ralentir un petit peu ici. Mais je trouve que ça se ressent. Enfin, là, j'ai vu récemment, ça faisait quelques temps que je les voyais à l'étranger, et là, ça y est, elles sont aussi diffusées en France, les pubs Volvo, dans le secteur automobile. Ça va, on n'est pas obligé de citer 3 marques ici. Mais donc les pubs Volvo, voilà, qui se concentrent dans la création, qui se concentrent vachement plus sur l'humain, mais on le voit aussi dans le secteur banque assurance, hein, des campagnes qui se concentrent sur l'humain et où c'est pas la quête au rythme effréné qui part dans tous les sens. On est vraiment plus concentré sur les émotions et ouais, ça fait des belles campagnes. Ouais. Donc et je pense que la transformation derrière et les objectifs atteints n'en sont que mieux, j'imagine. Faudra vérifier. Il y a ça, puis l'humour aussi qui revient, j'ai l'impression, de plus en plus, parce qu'il y avait les belles histoires qui durent longtemps, ou ce genre de pub où il y a beaucoup de sentiments, et là j'ai l'impression que l'humour aussi revient quand même oui c'est vrai, plutôt pas mal, et pareil, mais dans une forme mais dans une forme d'authenticité. T'as raison, parce qu'en fait c'est pas que parce qu'on peut penser aux pubs Intermarché qui sont déjà sur l'émotionnel, qui sont là depuis quelques temps. Mais ouais, c'est plus en effet l'authenticité, le côté un peu plus rough aussi des choses. Je reprends le film de la MNT, on est dans une configuration documentaire. On est parti tourner, on a fait un spot de 30 secondes, on a tourné 3 jours, quoi, pour avoir justement des images avec des vrais gens qu'on a filmés dans des vraies actions. Et du coup, on leur dit pas, tiens, tu pourrais faire comme ci, tu pourrais faire comme ça. Non, ils font, et nous, on s'adapte, quoi. Et donc, c'est une authenticité qui peut aussi se retrouver dans la comédie, où on accepte d'avoir une forme d'absurdité, parce qu'en fait,
fait, c'est authentique et ça nous fait rire, donc on le fait, quoi. Et ça prend parce que c'est authentique. Donc, oui, c'est. T'as raison. Le format documentaire, d'ailleurs, est en train, alors déjà, connaît un essor, lui, justement, dans le monde audiovisuel, mais documentaire de marque, il se passe quelque chose quand même. Là, pour le coup, je pense qu'il y aura, comme souvent, en effet, un peu de saturation là-dessus. Et toutes les marques, à mon avis, n'ont pas une force d'attractivité assez forte pour avoir un documentaire d'1h30 sur elles. Mais quand même, on sent qu'il y a un format là qui est en train d'émerger très fort. Ouais, c'est clair. Après, j'ai hâte de voir, du coup, en média, comment on va avoir la réponse à ça. Parce qu'aujourd'hui, un format quand The North Face se paye une place de choix sur le docu d'Inoxtag, c'est une forme de brand doc en fait. Et donc comment après en média, eux pour le coup ils ont eu et YouTube et TF1+ derrière, donc c'est chouette en termes d'exposition, mais ça sera peut-être pas toujours le cas, pas toujours possible. Donc j'ai hâte de voir les évolutions en média, de comment on va réussir sur ces longues formes à s'adapter et à garantir autant de visibilité et de rétention aussi. Et donc là, on va remettre de l'enjeu de scénarisation et la place d'un réalisateur ou d'une réalisatrice va être hyper importante pour savoir comment on va garder des gens sur 52 minutes, parce que c'est un autre métier que de garder des gens sur 30 secondes. Ouais, carrément. Donc c'est hyper intéressant. C'est des enjeux qui sont hyper excitants pour demain, c'est clair. Trop bien. Bon, ça sonnait comme une conclusion. Ça sonnait comme une conclusion. Je n'ai même pas envie d'en faire plus. Aubin, Guillaume, merci beaucoup. Merci les gars. D'être venu derrière ce micro UV. Très cool. Cool. À bientôt. Ouais, à bientôt.